C'est dans ce bureau qu'il avait signé, il y a plus de 30 ans, la loi sur le régime linguistique de son pays. Depuis l'indépendance, les règles étaient simples. Les deux langues des pays colonisateurs, le Royaume-Uni et la France, étaient demeurées des langues officielles. Leur rôle respectif s'était imposé naturellement. Comme le Code civil français était resté la base du droit, les lois, les textes administratifs, les échanges diplomatiques et les débats parlementaires se faisaient en français. Plus proche du bislama, l'anglais avait la préférence de la presse écrite et des médias audiovisuels. Quant au bislama, c'était la langue de tous les jours, celle de la famille, du bistrot, des conversations amicales, des chansons traditionnelles, de la rue. Pendant 150 ans, la coexistence des trois langues n'avait gêné personne, si ce n'est l'occupant japonais, qui avait cru pouvoir interdire l'usage du français et du bislama et avait rêvé, faute de pouvoir imposer sa propre langue, pouvoir en finir avec cet étonnant statu quo linguistique. Mais à l'époque, la population s'était accrochée avec ferveur à son bislama et en avait maintenu l'usage au nez et à la barbe de l'armée d'occupation. Pendant 150 ans, les Vatunusiens avaient jonglé avec les trois langues sans réelle difficulté, faisant même de leur multilinguisme un réel atout. Un beau jour pourtant, la fameuse loi était arrivée sur son bureau. Johnny se souvint qu'il avait souri quand son sage conseiller lui avait fait observer que l'article de la loi énonçant que le bislama est la langue nationale du Vatunu était rédigé en français. Mais il avait trouvé bien sympathique l'idée d'un texte législatif affirmant la place du bislama. Car enfin, cette langue avait accompagné son peuple tout au long de l'histoire. Elle l'avait préservé de l'assimilation pendant la période coloniale et l'avait soudé depuis l'indépendance. Surtout, elle avait sa musique, ses formes idiomatiques si originales, sa faculté d'adaptation lui permettant d'emprunter aux autres langues et de bislamariser leurs mots. Construite à partir de l'anglais, elle avait cependant sa propre personnalité, simplifiant les mots originaux ou les ramenant à l'essentiel. Ainsi, game se disait play, ordinary, no moule, too much, too mass, et to talk, talk. Mais les mots anglais n'étaient pas toujours simplifiés. En bislama, certains objets avaient des noms beaucoup plus compliqués qu'en anglais. Quant aux poils pubiens, la pudeur locale les avait dénommés grass no good. Le bislama avait sa poésie, un peu rustre, un peu terre-à-terre, qui faisait appeler un soutien-gorge basket blong titi. Bien que ne se prêtant pas à l'abstrait, le bislama pouvait être beaucoup plus imagé que la langue des colons. Et puis, c'était la langue maternelle, celle qu'on reçoit en cadeau de bienvenue, celle qui berçait les bébés, qui rendait les discussions plus chaudes, les blagues plus drôles, les commentaires plus colorés. Celle qui permettait de se reconnaître, de se retrouver ensemble, de se sentir unis. Celle qui ne permettait pas de dire « je t'aime », certes, mais qui n'avait jamais empêché personne de faire comprendre son amour. Celle enfin, et c'était le principal, qui n'appartenait à personne d'autre que les Vatunusiens. Car le bislama parlé dans les autres archipels de la région n'était pas exactement le même, n'avait pas connu les mêmes évolutions, n'avait pas les mêmes règles et exceptions. À l'époque de la promulgation de la loi portant sur le régime linguistique du Vatunu, Johnny n'y avait vu que des avantages. Les fondements du système n'étaient pas mis en cause, les prérogatives de chaque langue étaient respectées, et le pays pouvait ressentir une fierté légitime en affirmant le caractère national et officiel de son propre idiome. Il avait longtemps été qualifié de pidgin, de patois, de dialecte. Il devenait enfin une langue nationale. Johnny avait expliqué au sage conseiller combien il était satisfait que son Premier ministre ait pris l'initiative de faire voter cette loi au Parlement. Son principal collaborateur avait alors osé une question. « Sire, à votre avis, qu'est-ce qui a pu motiver les initiateurs de cette loi ?» Johnny n'avait pas pris la peine de réfléchir, avait répondu d'emblée. « Mais rien de particulier, l'évidence. La langue nationale du Vatunu est naturellement le bislama. D'ailleurs, on aurait dû en profiter pour la rebaptiser le Vatunusien, pour la distinguer des autres bislamas de la région. » Certes, sire, avait insisté le sage conseiller, mais pourquoi maintenant, depuis presque 150 ans, personne n'en avait ressenti le besoin. Et alors, s'est emporté Johnny, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais vous avez votre idée, n'est-ce pas? Vous avez toujours une idée sur tout. Oui, il est vrai que vous êtes payé pour ça.
Alors arrêtez de jouer aux devinettes et dites-moi ce que vous avez derrière la tête. Eh bien, sire, connaissant personnellement l'un des rédacteurs de la loi, je peux aisément résumer les idées qui l'ont inspiré. Savez-vous dans quelle discipline les Vatunisiens sont meilleurs que tous les autres habitants de la planète? Toujours meilleurs, quelles que soient les circonstances, quels que soient les Vatunisiens, leur âge ou leur situation sociale. Encore une devinette, rétorqua Johnny. Mais je ne sais pas, la plongée sous-marine? Non, sire. Certains Vatunisiens y excellent, d'autres ne savent même pas nager. J'ai bien dit n'importe quel Vatunisien. Vous m'ennuyez, William, s'énerva Johnny, devenant subitement étonnamment familier avec son interlocuteur. Venez-en au fait. Eh bien, sire, il y a une chose que personne au monde ne fera mieux qu'un Vatunisien. C'est parler bislama, ou plutôt Vatunisien, notre bislama à nous. Un enfant de 5 ans parle mieux Vatunisien que n'importe quel professeur d'université, chercheur, philosophe, génie d'un autre pays. Et même si ces personnes prennent la peine d'apprendre longuement et sérieusement le bislama, ils ne le maîtriseront jamais aussi bien que quelqu'un qui leur a reçu un héritage, donc n'importe quel Vatunisien. Voilà le but réel de cette loi, donner plus d'importance à ce qui nous différencie, mais surtout à ce qui nous rassure, nous donne le sentiment d'être unique, d'être plus fort. Deux Vatunisiens, même peu cultivés, ou sans beaucoup d'éducation, parlant entre eux, pourront s'isoler et laisser de côté les professeurs d'université, chercheurs ou philosophes qui n'ont pas le bislama comme langue maternelle. Les langues, sire, n'ont pas été inventées pour communiquer, mais pour permettre à un groupe de posséder son propre code, inaccessible à ceux qui ne font pas partie du groupe. Jusqu'à présent, avec le statu quo trilingue, le Vatunu avait échappé à cette règle en faisant le choix de la multiplicité. Vous êtes bien machiavélique, mon cher. Pour ma part, je ne vois dans ce texte que la formalisation d'une réalité déjà bien établie et non pas sa remise en cause. Le débat est clos. Je vais signer sans réserve et avec bonheur. Et c'est en bislama que je vous dis au revoir. Tata. Johnny avait donc signé la loi, s'interrogeant vaguement sur les arguments de son conseiller et les balayant aussitôt comme les objections de pure forme d'un homme dont l'épouse française n'avait jamais été capable de parler bislama. Certes, la sienne non plus, mais la sienne était la grande chef et personne n'aurait jamais osé lui en faire la remarque. D'ailleurs, dans les premières années qui suivirent la promulgation de la loi, presque rien ne changea dans le pays. Les premières années. En tout cas, les quelques changements affectèrent si peu la vie quotidienne des Vatunisiens qu'ils ne les soupçonnèrent même pas. Les débats au Parlement s'étaient jusque-là tenus en français, sauf les invectives, insultes, volées de bois vert ou échanges de noms d'oiseaux, bien plus folkloriques en bislama. Depuis l'adoption de la loi, les députés étaient tenus de s'exprimer en bislama. Ce qui ne manquait pas de créer des situations cocasses. En effet, comme aussi bien l'exposé des motifs que le texte même des projets de loi était toujours rédigé en français, les débats en bislama se déroulaient non sans une certaine drôlerie. Dès lors qu'il s'agissait de monter à la tribune pour donner son point de vue sur un texte comprenant des mots ou des concepts un peu trop abstraits, le recours en français ou à l'anglais était indispensable. Les discours des parlementaires devenaient un étonnant patchwork de mots ou d'expressions empruntées, mélangés à des structures de phrases en bislama. Souvent, la composition des interventions comportait 70% de français, 20% d'anglais et à peine 10% d'authentique bislama. Comme la Constitution et toutes les lois étaient rédigées en français, il allait de soi que cette langue restait la référence ultime. Et au moment du vote, il n'était pas rare d'entendre un député déclarer Mi blong le projet de loi relatif à l'immobilisation des actions et parts aux porteurs et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions aux porteurs et portant modification de la loi modifiée concernant les sociétés commerciales. Tangu Tchumas, un autre objectant. Sorry, mi agensem projet de loi relatif à l'immobilisation des actions et parts, etc. Baemi no givim vote blong me. Mais l'honneur était sauf. D'une part, les injures continuaient comme dans le passé à voler en pur bislama, d'autre part, la représentation nationale utilisait officiellement la langue nationale. Autre nouveauté, une sorte d'académie fut créée, censée veiller au respect de la langue, à sa codification, à la fixation des règles de grammaire, au contrôle de l'orthodoxie des nouveaux mots. En réalité,
Les locuteurs du bislama ne s'étaient jamais souciés ni de sa grammaire, ni de son orthographe. L'important était de se comprendre, de communiquer, de commercer, de commenter, de rire ou de râler. Et nulle bataille d'Hernani n'avait jamais opposé ceux qui, au nord de l'île, disaient hurricane pour hurricane et ceux qui, au sud, préféraient le mot cyclone pour cyclone. Les dégâts causés par un ouragan ressemblant à s'y méprendre à ceux provoqués par un cyclone, ce genre de bataille sémantique ne passionnait guère les Vatunisiens. Mais on trouva quelques érudits, une poignée de puristes, un aréopage de cuistres, qui prirent du plaisir à vouloir figer jusqu'à la sclérose un idiome dont la fantaisie et la liberté avaient fait la force. Alors que le bislama tunisien s'enrichissait naturellement des inventions langagières du peuple, ces savants sourcilleux se piquaient même de terminologie et se creusaient les méninges pour créer de nouveaux mots, fruits de leurs longues réflexions, mais que la population refusait obstinément d'adopter. Pourtant, même ces esprits féconds ne ressentirent pas le besoin d'inventer un verbe pour dire je t'aime. Au vocabulaire des amoureux, ils préféraient des recherches lexicales dans le domaine de la finance.